font vivre le Berry. Entrons ensemble dans les coulisses des savoir-faire berrichons. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Ils font vivre le Berry. Aujourd'hui, c'est une émission 100% femmes. À mes côtés, Laure, Isabelle et Laurence pour parler lecture, écriture. Bonjour mesdames. Bonjour. Laure, vous êtes écrivain. Oui. Et Isabelle et Laurence, vous êtes dans l'édition. Voilà. Oui, c'est ça. J'aime les mots, les beaux, les petits, les gros, mais pas les gros mots. Les mots très longs, que de dragons, et puis les courts, courts comme le jour. J'aime les mots homo, les masculins et les féminins. Les solitaires, les solidaires, en ribambelle, singulier, pluriel. J'aime les mots, les rigolos, les mots du mot, les fins. Donc Laure, vous avez écrit un livre autobiographique qui raconte votre vie on ne peut plus difficile. Oui. Et donc vous m'aviez expliqué que l'écriture vous avait aidé à vous reconstruire. Oui. L'écriture a été salvatrice. Quand est-ce qu'est arrivée l'écriture dans votre vie ? À l'adolescence, parce que chez moi j'avais pas le droit à la parole, donc je m'exprimais par l'écriture. J'ai commencé par des poèmes. Le premier que j'ai écrit s'appelle L'amour, d'ailleurs, vaste sujet. Et quand mes bourreaux ont enfin été jugés et condamnés, j'ai ressenti le besoin de coucher tout ça sur papier. Ça a été un déclic ? Ouais. Vous avez ressorti vos poèmes, vous les avez retravaillés ou vous avez écrit d'autres choses ? J'ai écrit d'autres choses aussi. D'accord. Et alors le livre, ça s'est fait comment ? Il y a quelqu'un qui vous a proposé d'écrire votre histoire ou c'est vous qui avez voulu c'est moi qui ai retranscrit de ma naissance à mon mariage avec mon mari, que vous avez vu tout à l'heure. Et c'est un éditeur que j'ai rencontré, j'ai franchi le pas de l'édition quand j'ai rencontré mon mari il y a 14 ans pour l'éditer. Malheureusement pour moi, il a fait faillite. Donc j'ai pu récupérer mes livres. Et j'ai essayé comme je pouvais pour promouvoir mon livre. Et il y a 1 an, j'ai rencontré une personne qui m'a fait faire un salon du livre à Valençay. Et là, j'ai rencontré Christian Baudin et Dany Gare Parfait, qui font partie de l'association Vitalité Rurale, excusez-moi, et qui font des salons, 35 salons dans l'année, dans le Loiret, essentiellement dans le Loiret. Et c'est grâce à ces salons que je peux parler de mon histoire et que il faut écouter les enfants, il faut regarder bien au-delà des apparences et oser parler, oser dénoncer. Et voilà quoi. Vous saviez que d'écrire votre histoire, ça allait vous libérer ? Non. Je l'ai fait comme ça, histoire de... Vous aviez besoin de coucher des mots sur cette histoire pour essayer d'avancer. Et puis le fait après d'être devenue maman à mon tour m'a fait encore plus grandir quoi en fait. J'ai donné à mes filles ce que j'ai pas eu quand j'étais petite. Une maman qui les aimera quoi qu'il arrive, et comme dit ma petite dernière, t'es une maman qui te déchire. Ça c'est chouette comme compliment. J'adore quand elle dit ça là. Votre vie, comment dire, c'est... Oui, vous avez lu le livre. Donc voilà, ouais. C'est compliqué. Est-ce que justement ce que vous avez vécu vous a permis de renforcer ce côté de dire mes enfants ne vivront pas ce que j'ai vécu. Le psychologue qui m'a suivi aussi. Le psychologue qui m'a suivi de mes 6 ans à mes 18 ans m'a dit le fait que tu en es consciente, tu ne reproduiras pas. Qu'est-ce que vous dites à vos enfants pour se prémunir de toute agressivité, de toute... il faut parler. Parler. C'est bien de parler, mais s'il y a personne qui t'écoute, voilà. Il faut que ça soit dans les deux sens, quoi. Ouais.
Comment on sait qu'une personne nous écoute? Ça, je ne saurais pas moi-même, parce que moi, personne ne m'a écouté. Donc, Peut-être ce psychologue. ouais, le psychologue, ouais. Parce que moi, j'ai eu la maltraitance physique et psychologique, j'ai eu un packaging. Donc, j'ai subi des violences physiques de mes 4 ans à mes 6 ans. Je suis handicapée à vie, même si ça se voit pas. Je peux pas travailler et je peux pas conduire. Et après, j'ai eu la maltraitance psychologique. Pendant 17 ans, j'ai entendu que j'étais une bonne à rien. Donc, à force de l'entendre, bah, tu le crois, quoi. Et puis tout ce que tu démarres, bah, tu le rates parce que t'as toujours ça dans la tête. Est-ce que justement le psychologue qui vous a suivi vous a aidé à vous débarrasser de cette empreinte, on va dire? Bah, quand il a lu mes tests, il m'a dit t'es pas bonne à rien. Regarde ce que t'écris, quoi. Les poèmes, ça vous permet de vous évader? Parce que j'imagine que d'écrire le livre autobiographique, ça a été très compliqué. Mais le livre est parsemé de poèmes pour adoucir c'est ça. certains passages qui sont... Et encore, le premier jet était plus hard que ça. Hein. Ouais. C'est vous qui l'avez modifié ou c'est la personne? C'est la personne qui m'a édité qui a fait faillite 6 mois après l'édition du livre. Vous avez dit faut édulcorer un petit peu. Ouais. Et puis il y a certains passages qui ont été supprimés. C'est... Comment dire? Je sais pas, j'ai pas les mots. Mais cette partie-là, elle est au niveau écriture, elle est close pour vous, ou vous estimez que vous avez encore des choses à dire? J'ai encore des choses à dire, mais j'ose pas franchir le pas parce que j'ai peur que ça porte préjudice à ma fille. D'accord. Parce que je sais pas si je peux en parler. Enfin bref. Suite à l'édition de mon livre, quand ma fille, ma deuxième fille, Kalia, a eu un gros problème de santé quand elle avait 18 mois, elle a fait une bronchite asthmatiforme. Et nous, on savait pas ce qu'elle avait. Et puis elle avait des traces sur le visage. Elle avait du mal à respirer, à l'inspiration, à l'expiration. Donc j'ai appelé mon médecin traitant qui m'a conseillé d'appeler les pompiers, heureusement, parce qu'elle a fait un arrêt respiratoire dans le camion des pompiers. Et à l'hôpital, on n'a pas essayé de nous harceler sur les traces qu'elle avait au visage, alors que nous, on s'en foutait, quoi. Elle a failli mourir dans le camion des pompiers. Si j'avais pas appelé les pompiers, elle serait morte, en fait. Et suite à ces traces qu'elle a eues au visage, elle a été, soi-disant, par mesure préventive, héliportée à Clocheville. Et là, 2 jours après, elle arrive à Clocheville, on apprend qu'elle va être placée. D'accord. Et moi, je suis sûre et certaine qu'on a fait un amalgame par rapport à ce que j'ai vécu dans mon enfance, par rapport à ce que j'aurais pu faire à Kalia. Alors que, je vous amène ma fille, elles peuvent vous le dire, hein, elles n'ont jamais pris une baffe de leur vie, même si des fois elles mériteraient. Et donc elle a été placée. Et ça, pardon, mais quand votre fille elle est arrivée aux urgences, comment les médecins, ils savaient pas votre passif? Non. Ils savaient pas, mais bon, ils ont eu des suspicions de violence suite aux traces qu'on n'a pas su expliquer qu'elle avait sur le visage. Et elle avait 18 mois quand elle a subi ça. Elle a été placée pendant 5 semaines. On l'a récupérée dans un état lamentable. A refusé de manger le petit pot, alors qu'a commencé les petits pots. À se cogner, à se gifler, à se battre. C'était une catastrophe. Et quand elle a eu... quand elle est rentrée en primaire, non pas en primaire, en maternelle, la BR de Vierzon nous a enfin interrogés. Et suite à cette plus ou moins garde à vue, Yuna a été placée une 2e fois. D'accord. Et mon mari a perdu son boulot. Parce que mon mari travaillait au tribunal de grande instance de Châteauroux en tant qu'agent de sécurité. Et un agent de sécurité n'a pas le droit de frapper quelqu'un. Donc vu que là il était reconnu pour violence contre sa fille, il a perdu son boulot. Okay. Et on s'est battu pendant longtemps pour récupérer Yuna. On va faire une pause. On va écouter Barbara, l'aigle noir. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle
que le noir. Lentement, les ailes déployées. Lentement, je le vis tournoyer. Près de moi, dans un bruit mentel, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé, il m'était revenu. Dit l'oiseau, on dit emmène-moi, retournons au pays d'autrefois. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles et des étoiles. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage blanc. Comme avant, allumer le soleil, être faiseur de pluie et faire des merveilles. L'aigle noir dans un bruissement d'ailes, prit son vol pour regagner le ciel. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, où était-ce une nuit? Près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormi. Quand soudain, surgissant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormi. Quand soudain, il venait de nulle part, il surgit l'aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormi. Il venait de nulle part. Nous sommes toujours avec Laure, auteur, et Isabelle et Laurence qui sont dans l'édition. Laure, vous nous racontiez un petit peu votre histoire tout à l'heure et vous nous parliez donc de l'écriture de ce roman autobiographique. Comment vous pouvez expliquer la libération toute relative de ce passé en écrivant? Bah, mettre des mots sur les mots, tout simplement. Et faire comprendre aux gens que bah, il faut écouter, il faut parler, il faut regarder bien au-delà des apparences. Car l'indifférence vous plonge dans le silence.
l'indifférence des gens vous a autant blessé que ce que vous avez pu vivre? Parce que le dossier a dormi 3 ans sur le bureau d'un juge, quand même. Et quand mon père enfin a eu quelqu'un au téléphone, parce qu'il s'est porté partie civile dès qu'il m'a récupéré à l'âge de 6 ans, et ça a été jugé, j'avais 18 ans. Et ça a été jugé grâce au fait que je suis handicapée à vie. Sinon, ils n'auraient pas été jugés, condamnés. Et quand mon père a eu quelqu'un au téléphone, on lui a dit, il faut pas écouter ce que disent les enfants. Et mon père lui a dit, venez une nuit écouter ma fille faire des cauchemars. Et on en reparle. Comment expliquer que le fait d'écrire, ça libère? Qu'est-ce que vous avez ressenti une fois que vous avez couché ces mots sur le papier? Ça a été une guérison. Une guérison, comme si j'avais une épine dans le cœur et que je l'avais enlevée grâce à l'écriture. C'est fort comme... Ouais. Et je me suis juré, quand je serai de maman, que je donnerai à mes enfants ce que j'ai pas eu. Ce que vous appelez de l'indifférence, est-ce que c'est de l'ignorance aussi, de la part des gens? De voir, effectivement, on voit sur votre couverture de livre, que vous pouvez montrer à la caméra, une enfant avec un œil au beurre noir, avec un bras cassé. Ça peut être tout simplement un enfant qui est tombé. C'est pas forcément de la maltraitance. Comment on fait pour savoir? On fait un signalement et puis on enlève l'enfant du milieu familial, quoi. Et puis on fait une enquête. Même si on l'a fait qu'il n'y a pas besoin, vaut mieux la faire avant qu'il soit trop tard. Isabelle, est-ce que vous vous souvenez de la première personne qui vous a entendu? La première personne qui m'a... Oui, c'est monsieur... je peux dire son nom? je sais pas, donner sa fonction peut-être. Brigade des mineurs. C'est un monsieur de la brigade des mineurs qui est venu, j'étais en 4e, faire une enquête à mon collège. C'est là que l'affaire s'est déclenchée, s'est réveillée. Qu'il a interrogé mes profs. Qu'est-ce qui lui a mis la puce à l'oreille, pardon? Ça je sais pas. Je sais pas comment il a fait pour que ça aille en justice. Je sais pas. Je sais que un jour il y a un inspecteur de la brigade des mineurs de la région parisienne du 95, que j'ai subi ces choses dans le 95, qui est venu à mon collège me rencontrer, moi, mon père, mes profs, mes camarades. Le lendemain, on a été convoqués au commissariat de Villeurbanne pour être interrogés. Et suite à ça, j'ai été confrontée à ma pseudo-mère, parce que je peux pas appeler ça une mère, moi-même, enfin bref, et à mon beau-père. Par contre, lui, je l'ai reconnu, elle, je ne l'ai pas reconnu. Mon père m'a dit, c'est ta mère. Elle m'aurait pu m'enlever dans la rue, je l'aurais pas reconnu. Vous aviez complètement occupé... Oui, comme si la passivité face aux actes de mon beau-père l'avait effacé de ma mémoire. Parce qu'elle n'a jamais rien fait pour arrêter ses sévices. Il a pris ma mère à 4 pattes, excusez-moi, je vais être brutal, j'avais 4 ans, et après ça a été à mon tour. Moi je hurlais et ma mère rigolait, parce qu'elle était torchée. Oui, il y a le poids de l'alcool. Et au procès, elle a dit qu'elle était comme ça, qu'elle n'a pas réagi parce que soi-disant que mon père lui a fait vivre un cauchemar et qu'elle se bourrait d'antidépresseurs et d'alcool. Et lui, il supportait pas que je sois plus jolie que sa propre fille, parce qu'il avait une fille de première union qui avait le même prénom que moi. Et j'étais plus jolie que sa propre fille, donc s'imaginer comme tabassant, ça allait embellir sa fille, et il était dépressif parce qu'il avait perdu sa mère. Voilà, c'est ce qu'il a dit au procès. Oui. Et la belle affaire, on a eu les excuses de la justice. Ça me fait une belle jambe. Hein. Oui. 14 ans après. Ouais. Et suite à ça, suite aux excuses de la justice, mon avocat a été contacté par un journaliste de Jean-Luc Delarue. Ça se discute, et on a participé à l'émission de Ça se discute de Jean-Luc Delarue. Et c'est après le procès et après ça que j'ai couché tout ça sur papier. Est-ce que votre livre s'appelle D'un cauchemar à l'autre? Est-ce que vous faites toujours des cauchemars? D'un cauchemar à l'autre, c'est pas que je fais des cauchemars, c'est que j'ai eu une vie et j'ai vécu plusieurs cauchemars. J'ai vécu le cauchemar de la maltraitance physique, psychologique, j'ai vécu une horreur avec le
le père de ma première fille, qui m'a fait vivre un enfer, et avec ce que je racontais tout à l'heure, avec ma deuxième fille. Non, quelque part, il y a eu des rebonds plusieurs fois dans votre vie. Voilà, il y a eu du bonheur, des instants de plénitude, de bonheur, et d'autres, des instants de malheur, quoi. Mais malgré tout ça, je suis toujours debout, j'ai toujours la patate, j'ai toujours le petit mot qui fait rire. C'est ce qu'on appelle la résilience. Voilà, c'est ce que Dany me dit, c'est ce que j'aime chez toi. Et du coup, qu'est-ce qui vous donne justement cette pêche? Mon mari, Ouais. mes filles, et puis que je suis en vie, quoi. Je suis en vie, je suis debout, même si je peux pas travailler, si je peux pas conduire, Ouais. je suis en vie. Et vous écrivez toujours. Voilà. On marque une pause avec Stromae. L'enfer. Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui nous font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité? Mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. J'ai mûrement réfléchi et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement réfléchir, c'est bien le problème avec toi. On nous a pris pour des frangines. Alors Laure, vous nous expliquez que donc l'écriture vous a aidé à vous reconstruire, Ouais. que vous avez retrouvé la pêche grâce à votre moitié, Ouais. à vos enfants. Ouais. Et alors votre fille, est-ce que vos deux filles d'ailleurs connaissent votre histoire? Ouais, Ou peut-être pas tout parce qu'il y a des choses très dures. Chloé connaît tout en détail parce qu'elle a lu le livre. Calias, elle aimerait bien le lire, mais elle est encore trop jeune, mais c'est le principal, quoi. Est-ce que ça les... Oh, je sais pas comment dire. Quelle a été la réaction justement de votre fille qui a lu le livre? La vache. Dit, ouah, maman, comment tu fais, quoi? Et tout le monde me demande, mais comment vous faites pour être debout après tout ça? Même moi-même, je le sais pas, donc... Et elle qui l'a lu, est-ce que ça lui a donné la niaque? Puis c'est peut-être pour ça que Manon a fait du droit.
Elle envisage de se spécialiser dans le droit des enfants Non, pas vraiment. Non, elle veut soit être cybercriminologue, Ouais, soit dans le droit administratif. ok. Et là, elle a fini sa 3e année de droit et elle veut pousser jusqu'au master. Donc elle attend la réponse pour savoir où c'est qu'elle va aller au mois de septembre. Aujourd'hui, comment vous allez? Bah bien. C'est vrai? Vous arrivez à, si on peut dire, mettre de côté un petit peu ce passé pour pouvoir avancer? J'en parle plus sereinement, oui. Ouais. Comme je disais sur ma page Facebook, la musique, le chocolat, l'écriture m'a beaucoup aidé et le fait de devenir maman, bah voilà quoi. Quand vous avez publié votre livre, enfin vos livres, parce qu'il y a le livre de... Je sais pas si on le voit là. Il y a le livre de poésie. Qui a été publié au mois de janvier cette année. Avec Christian Baudin qui a sa propre maison d'édition, celui avec qui je fais les salons de livres. Ouais. Est-ce que... je sais plus ce que je voulais dire, du coup j'étais perturbée pour montrer le livre à la caméra, mais... eh ben je sais plus. Oui, est-ce que vous avez eu des difficultés à éditer ces livres, à trouver un éditeur? Bah, le premier, oui, vu qu'après il a fait faillite 6 mois après, mais le deuxième, vu que Christian a monté sa propre maison d'édition pour aider les auteurs qui n'ont pas beaucoup de moyens d'éditer leurs livres à moindre frais, voilà quoi. Ouais, vous l'avez trouvé comment cet éditeur? Bah, grâce au salon. Grâce au salon? Voilà. Ok. Bon. Alors du coup, bah voilà, transition est faite. Nous allons nous intéresser à donc Isabelle et Laurence et à Création Libre Livre. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en raconter l'histoire? Alors en fait, Création Libre Livre est née il y a 5 ans. Donc Isabelle est auteure. Moi je suis écrivain public, secrétaire indépendante. Et c'est vrai que le côté écrivain public, je me suis plus spécialisée dans l'écriture des histoires que normalement un écrivain public, c'est la secrétaire du particulier, comme on dit, voilà, pour les documents administratifs, des choses comme ça. Ouais. Mais tout ce côté-là, c'était pas forcément ce qui m'intéressait, donc c'était plus le côté écriture. Et lorsque j'ai rencontré Isabelle, donc elle venait d'essuyer quelques plâtres avec justement une maison d'édition. Et on s'est mis toutes les deux à chercher un moyen autre qu'une maison d'édition traditionnelle. On s'est tourné donc vers l'auto-édition et savoir comment aider les futurs auteurs à publier leurs livres en auto-édition. Donc on a créé Création Libre Livre. Et ça fait maintenant 5 ans, on a aidé 18 auteurs à peu près à publier leurs livres. C'est bien. Et c'est vrai que c'est des rencontres à chaque fois, comme là avec Laure, très prenantes parce qu'en fait, voilà, rien que le fait de discuter du projet avec l'auteur, là on va dire que déjà... on a des affinités qui se créent. Et du coup notre petite, on fait surtout de l'aide et du conseil à l'auto-édition. On se définit comme ça en fait. On accompagne l'auteur jusqu'à la publication de son livre et on passe avec lui par toutes les étapes, c'est-à-dire la lecture du manuscrit. On s'est entouré à côté de nous d'un comité de lecture parce qu'effectivement, comme on a déjà une infinité, nous, à la première rencontre avec l'auteur, on ne veut pas être influencé par rapport au contenu du manuscrit en lui-même. D'accord. Donc c'est pour ça qu'en fait le faire lire par des personnes complètement étrangères qui ne connaîtront pas l'auteur, ça nous permet d'avoir un avis avec le recul suffisant pour connaître les forces et les faiblesses du manuscrit et savoir si effectivement on peut entre guillemets l'entrer dans notre catalogue, quoi. Alors il y a combien de personnes dans ce comité de lecture? Il y a environ 6 ou 7 personnes et alors d'âge et de conditions entre guillemets variées. Oui. Et en fonction du thème entre guillemets du manuscrit, on choisit environ 3 personnes qui sont ou habitués au thème ou complètement à côté du thème, ce qui fait que ça nous permet d'avoir vraiment des avis très variés et en plus d'une autre. En fait, nous après on tranche, mais ça nous permet comme ça d'avoir un accompagnement du manuscrit vraiment serein. Et comment vous avez sélectionné ces personnes alors? C'est elles qui viennent vers nous.
Non, je parle des personnes qui du font partie du comité de lecture. Alors, il y en a qui sont venus vers nous, oui, parce Oui. que savaient qu'on cherchait éventuellement. Et puis, c'est des connaissances de notre entourage, Ouais. des gens qui manipulent plutôt bien l'écriture, Oui. la correction, parce qu'il y a aussi la partie correction orthographique, des passionnés de livres aussi, beaucoup, des gens qui lisent beaucoup en général. Est-ce qu'il y a des corrections? Parce que moi aussi, je lis pas mal. Et il y a des choses qui me paraissent, surtout des auteurs assez connus et reconnus. Dernièrement, je vais pas citer l'auteur, hein, mais voilà, vous êtes dans un huis clos à 3 personnes et le prénom de la femme change. Oui, alors ça fait partie des choses qu'on peut ne pas voir en fait, parce que parfois on est tellement dans l'histoire que c'est pour ça qu'on demande à plusieurs personnes de relire, et on relit, et on relit, et on relit encore. Mais c'est Donc pour ça on que essaye je de me dis... resserrer le filet, Voilà. mais ça arrive que des broutilles ou des bêtises réussissent à passer à travers les mailles du filet. Ouais, Alors on essaye de restreindre le plus possible, mais effectivement ça arrive. Il y a toujours des petites coquilles qui malheureusement passent à l'as. Et Alors c'est ce vrai qui nous que- rassure, c'est que dans les grandes éditions, ça arrive très souvent aussi. Et bah oui, voilà, c'est pour ça. Moi, ça m'est arrivé il y a peu de temps, donc mais quand même, cette personne doit bien faire relire son livre. Oui, Elle oui, ne effectivement. doit pas le publier comme ça, parce que c'est vrai que quand on écrit un livre, j'ai jamais écrit de livre, hein, mais j'imagine qu'on est tellement dans l'histoire Qu'on oublie. que voilà. Et puis là, l'orthographe. l'histoire du prénom, peut-être que la personne, je vous dis n'importe quoi, mais s'appelait Janine au début, et puis que l'auteur a changé et que maintenant elle s'appelle Martine. C'est fort possible. Mais et puis que le changement de prénom a été oublié à cet endroit-là. Mais oui, je trouve ça. J'ai trouvé que c'était gros, quoi. Ça nous est arrivé une fois, et c'est vrai que en fait on fait toujours quand on avant de publier le livre qui soit dans le commerce, en fait on fait toujours ce qu'on appelle un BAT. Donc c'est le livre témoin pour nous. Et c'est vrai que ce livre témoin, on le reçoit, allez, on va dire 15 jours après avoir fait toutes les petites manipulations. Et en fait, quand on reprend le livre et on le fait relire une dernière fois à l'auteur pour vraiment voir le feuilleter, vraiment voir les choses comme ça. Et une fois, ça nous est arrivé de le relire complètement et de s'apercevoir que là, effectivement, à la fin, il y a un prénom. Qui On a avait dit, changé. bah là, c'est qui On n'en a pas entendu parler depuis le début et hop, il tombe comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Mais c'est pour ça que voilà, il y a des fois, il faut laisser un petit laps de temps, avant la publication, un petit laps de temps où vous ne regardez plus du tout le livre et vous le reprenez D'un après. œil neuf. Voilà. Laisser C'est ça. décanter la C'est ça, chose. parce qu'il y a des fois, malgré tout, votre cerveau, quand vous travaillez sur l'histoire chaque fois, quand vous la relisez à la fin, votre cerveau, il sait tellement ce qui va se passer qu'en fait, il lit, c'est pas ce qui est Et il écrit, voit mais il plus. le lit quand même. Oui. Et Donc, c'est vrai que les auteurs sont souvent pressés de voir leur livre, mais nous on essaye de retenir un petit peu parce que justement il faut du temps déjà pour la conception, la réalisation, mais aussi pour laisser les esprits reposer et relire tranquillement. Moi j'ai eu du mal à faire la relecture en fait. Ah bah oui. J'écris mais pour relire. Oui, c'est vrai que pour un auteur c'est compliqué. Waouh. C'est ce que je dis souvent, c'est mieux quand c'est quelqu'un d'extérieur qui relit. Ouais. Ce que vous expliquez de relire, qu'on voyait pas tout, etc., c'est comme l'histoire du mot où vous enlevez une ou deux lettres, mais Bien que sûr. le cerveau le C'est lit ça, correctement. voilà. Bien sûr, C'est la tout à même fait chose. ça. En fait, le cerveau lit le mot que vous voulez, enfin, alors, pas que vous voulez lire, mais que vous Qui comprenez. se rapproche le voilà. plus de celui que C'est vous ça, connaissez, tout en à fait. Et en ça, fait, c'est pas ce qui est écrit du tout. Ouais, voilà. Donc, effectivement, c'est un petit peu compliqué, mais c'est pour ça qu'on préfère laisser passer un petit peu de temps. On marque une pause? Allez, on écoute La rue qui est à nous, les mots. Approchez, approchez, mesdames et messieurs, car aujourd'hui, grande vente aux enchères. Dans quelques instants, mes deux jeunes apprentis saltimbanques vont vous présentationner des mots. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des gros mots pour les grossistes, des mots de tête pour les charlatans, des jeux de mots pour les artistes, des mots d'amour pour les amants, des mots d'amour pour les copieurs, des mots pour mots pour les cafeteurs, des mots savants pour les emmerdeurs, des mobilettes pour les voleurs. Aujourd'hui, grande vente aux enchères, on achète des mots d'occasion, des mots à la page et pas cher, et puis des mots de collection. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des mots rue
pour les poissonniers. Et des mots jetés pour les pas bien beaux. Des mots perdus pour les paumés. Des mots en l'air pour les oiseaux. Des mots de passe pour les méfiants. Et des mots clés pour les prisonniers. Des mots pour rire pour les enfants. Des mots tabous pour le taboulet. Aujourd'hui, grande vente aux enchères. On achète des mots d'occasion. Des mots à la page et pas cher. Et puis des mots de collection. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des mots croisés pour les retraités. Et des petits mots pour les béguins. Des mots d'ordre pour les ordonnés. Des mots fléchés pour les Indiens. Des momies pour les pyramides. Des demi-mots pour les demi-portions. Des mots courants pour les rapides. Et le mot de la fin pour la chanson. Eh bien, nous, on n'est pas dans la chanson, mais on est toujours dans les mots, dans la lecture, dans les livres, dans l'écriture, avec Laure, Isabelle et Laurence. Alors, on poursuit la visite, on va dire, de l'édition. Vous nous avez parlé donc du comité de lecture et de relecture même, parce que, on l'a dit, il faut lire plusieurs fois pour s'apercevoir qu'il y a des coquilles, comme on dit. Donc, ce que j'ai pas dit, c'est que vous êtes à Ardentes, dans l'Indre. Le siège social est à Ardentes, voilà, et on travaille à la fois Ardentes et Châteauroux, parce qu'Isabelle est basée sur Châteauroux, donc... Alors c'est un pied dans chaque ville. Ouais, voilà. Ce sont des locaux où on peut venir vous rencontrer, ou c'est juste une adresse pour l'entreprise comme ça? Alors en fait, si on rencontre nos auteurs, enfin les futurs auteurs, donc à Ardentes, en fait on s'est aménagé chacun un petit bureau de chaque côté, de façon à pouvoir rencontrer les auteurs. En règle générale, je fais la première rencontre, pour que l'auteur m'expose le projet, que moi je lui explique un petit peu notre fonctionnement et tout. Et après, ensuite, on fait une deuxième rencontre, toutes les deux, pour voir un petit peu plus l'ensemble du projet. S'ils ont passé le premier niveau, ils passent au deuxième. Voilà. Non, c'est bien. Qui sont ces gens, justement, qui viennent vous voir? Est-ce que vous avez effectivement de toutes conditions, de toutes... Oui, absolument. C'est les gens. D'abord, on a jusque-là beaucoup fonctionné par le bouche à oreille. Oui. Donc, c'est souvent des connaissances de certains auteurs qui sont déjà avec nous. Et puis, donc, ce qui est plutôt pas mal en termes de confiance. Oui. Et puis, mais sinon, on est ouvert à toutes sortes de projets, pourvu que ce soit cohérent, intéressant, accrocheur. Original, voilà. Donc on n'a pas de ligne d'édition comme disent certaines maisons. Donc on est ouvert à tout sujet, à tout auteur. Donc non, on a. Est-ce que souvent ces gens qui viennent vous voir sont des gens qui ont toujours écrit, mais qui n'avaient jamais osé franchir le pas, ou des gens qui se sont découverts sur le tard, l'envie d'écrire? Un petit peu tout, en fait. On a des gens dont c'est le premier livre et qui ont osé passer le cap de l'écriture. Et puis d'autres qui avaient déjà dans leur carton pas mal d'écrits, puis qui un jour se sont dit, on peut peut-être en faire quelque chose. Donc, c'est quoi le déclic chez ces gens pour dire, allez, cette fois je publie? Le déclic, c'est souvent le fait d'avoir entendu parler de nous plutôt en bien. Ouais. Est-ce que le fait que... Alors pardon, c'est pas du tout péjoratif, mais le fait que... Alors je sais qu'on dit pas maison d'édition, mais le fait que vous soyez une petite maison d'édition, le local, ça aide. Ouais. Le local joue beaucoup. Ouais. Oui. Et puis ce qu'il y a, c'est que, alors par rapport peut-être une maison d'édition traditionnelle, en fait on est... c'est ce qu'on dit souvent aux personnes qu'on rencontre. En fait, la moindre question, la moindre chose, n'hésitez pas à nous appeler, venez nous rencontrer, venez nous voir. Enfin voilà, on est vraiment à l'écoute de la personne. C'est pas, on fait le travail, point barre, on se cause plus après, puis rien du tout. Non, en fait, c'est tout au long de notre travail. Même nous, quand la moindre avancée que l'on fait, si l'on travaille avec eux, on leur envoie un petit message. Est-ce que, si on fait ça, est-ce que les corrections qu'on propose, on n'impose pas, on propose. C'est des choses, on ne touchera jamais au texte de l'auteur. Par contre, effectivement, s'il y a des répétitions, s'il y a des choses comme ça, les phrases sont trop lourdes ou autres, on leur fait des propositions à eux d'accepter ou non. Mais en fait, voilà, on est abordable, et on est, étant une toute petite structure, effectivement, on est beaucoup plus, je ne veux pas dire qu'on est familial, mais
voilà, on est beaucoup plus proche de la personne Ouais. qu'une maison d'édition traditionnelle. Après, c'est ce qui fait on va dire notre point fort et notre point faible. Parce que voilà, après, effectivement, on veut tellement faire plaisir aussi, se rapprocher le plus possible de la demande de l'auteur, qu'il y a des fois, Mais voilà, parfois, on est obligé de dire non à un auteur. Non, que parce j'allais que, vous voilà. demander. Oui. on peine, mais on le dit. Ouais, ouais. Alors, déjà, c'est une véritable collaboration. C'est- Absolument, oui. Voilà. On est très complémentaires. Ouais, alors, vous, mais avec Et les avec- auteurs et avec aussi, l'auteur, c'est un oui. vrai Mais c'est travail. important parce que voilà. le fait d'être vraiment complémentaire déjà à la base, ça permet justement de savoir exactement ce que l'on va pouvoir dire à l'auteur, ce qu'il va soupçonner, ce qu'il va pouvoir entendre et ce qu'il faut dire avec un petit peu plus de diplomatie. Quel est entre guillemets, le rôle de chacune d'entre vous? Alors, je dirais que Laurence est plus sur la rigueur administrative, le côté secrétariat, Ouais. et puis aussi, c'est elle qui, en premier, lit les manuscrits. Et elle a du courage. Ensuite, si elle me dit c'est bien, je lis. Non, je plaisante. Et moi, je suis plus sur la création des couvertures, le côté. Alors, on partage un peu la mise en page, tout ce qui est correction. En fait. Excusez-moi, vous parlez de mise en page, parce Oui. qu'il y a différentes mises en page pour un livre. Il peut y en avoir plusieurs, oui, bien Ouais. sûr. Tout dépend si on déjà fait du un format livre, que vous cherchez, voilà. que vous voulez. oui, Voilà, différents parce que- formats. Si c'est un livre de poésie, il ne sera pas mis en page comme un roman. Ah oui, ça Vous d'accord. voyez, Mais un roman, par exemple, un bah, roman, après, c'est toujours plus ça ou moins dépend de la même, densité du texte. Ouais. Parce que vous avez des manuscrits très denses, donc ça veut dire qu'il va falloir laisser un peu plus d'aération entre les lignes, entre Ouais. les chapitres, etc. D'accord, je vois. Et si c'est un petit peu plus, entre guillemets, faible en quantité, mais pas forcément en qualité, Oui. donc là, on va se permettre une police un peu plus, un petit peu plus importante. Enfin voilà. En fait, c'est vraiment la thématique et la densité de l'écriture qui va nous amener à faire une mise en page particulière. On ne fait pas toujours la même mise en page. Ok. Alors, combien de temps peut s'écouler entre le moment où il y a la première rencontre avec vous, Laurence, et le moment de, allez, on se lance, on édite? Alors tout dépend de l'histoire, tout dépend de l'auteur avec qui on va travailler. On essaye déjà de dire à l'auteur, écoutez, voilà, on se rencontre aujourd'hui, par contre, vous attendez pas à ce que votre livre soit publié demain, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire, et on préfère lui donner une marge beaucoup plus grande, même si nous on sait que on va certainement finir avant, mais pour pas qu'il soit déçu, on préfère lui dire, voilà, écoutez, faut nous laisser au moins entre 3-4 mois, parce que voilà, le temps déjà de lire, Voire le plus. temps de... Ça dépend aussi de, Oui, de- oui. de l'importance du manuscrit, parce que c'est pas la même chose entre un manuscrit qui fait 100 pages et un qui en fait 600. Oui, tout à fait. Oui, C'est ça. Donc, et ça dépend aussi si l'auteur vient nous voir avec la clé USB ou ça nous est arrivé, le monsieur il est venu avec 7 cahiers format A3, tout écrit à la main. Voilà. Donc là, ça fait un tout petit peu plus de temps. Mais c'est fait. Dans tous les cas, l'auteur est pressé pareil. Enfin voilà. Oui, oui. Donc C'est fait, et d'ailleurs, ce monsieur a une qualité particulière pour nous. Ce qui nous a fait vraiment plaisir, c'est que son livre a été primé au Salon du livre de Montluçon. Oh, Donc, il a été le prix du Bourbonnais. Voilà. Voilà. je l'ai vu passer. Monsieur Voilà, c'est Barré ça, pour Monsieur le bar Barré. de la terre. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'il nous a fait un petit peu peur avec ses cahiers, mais franchement... Mais par contre, l'écriture était très lisible. C'est là. Ah par oui, contre, voilà, c'est ce c'était que moi bien écrit. je pensais aux hiéroglyphes, ce qui peut arriver. ça peut arriver. Il y a quelques fois des petits mots où je n'arrivais pas forcément à lire, mais bon, vrai, ça, je lui ai demandé. Et puis, en lisant des fois l'histoire, on arrivait à comprendre que c'était ce mot-là. Mais c'est vrai que là, bon, on n'en a eu qu'un. Mais c'était très bien. C'est une expérience aussi, voilà. Comme quoi, on est prêt à tout. Voilà. On peut avoir tous les cas de figure. Tous les cas de figure, effectivement. Voilà. Donc, non, c'est franchement. Et puis c'est très intéressant aussi parce que voilà, à partir du moment où vous commencez à lire et à travailler avec l'auteur, en fait, c'est que vous plongez dans son histoire et c'est d'autant plus prenant. C'est pour ça que sur la durée, on peut pas forcément donner de durée exacte. Et puis avec Isabelle, on a fait le choix aussi de ne pas prendre trop de projets en même temps,
si on prend 3 projets en même temps, c'est vraiment le maximum parce qu'en fait, quand vous êtes dans une histoire, vous peinez à vous intégrer dans une autre. Et voilà, faut quand même on aussi. On est obligé de les prendre les unes après les autres. Donc forcément, celui qui est arrivé en 3e, il peut trouver le temps long. Mais on peut pas faire autrement. Voilà. C'est vraiment comme ça. Mais voilà, c'est. En règle générale, voilà, c'est minimum 3 mois. Et puis après, ça peut aller effectivement jusqu'à 6 mois. Mais on essaye en général de bien faire notre travail. On entretient les relations pour que l'auteur ne trouve pas le temps trop long et qu'il comprenne surtout pourquoi le temps passe, quoi. On ne l'abandonne pas dans un silence complet après son manuscrit. Non. Est-ce que vous-même, vous allez au-devant des auteurs en disant « On aimerait bien vous publier » Pour l'instant, non. Non, ça nous est pas encore arrivé. Vous avez suffisamment de travail déjà comme ça. Alors, il y a suffisamment de travail et c'est vrai que pour l'instant, les auteurs qui viennent vers nous, donc effectivement, c'est beaucoup le bouche à oreille et effectivement, on ne fait pas forcément de publicité parce que, alors d'un autre côté, quelque part, c'est bien pour nous aussi parce qu'on sait que les gens qui viennent vers nous sont envoyés par quelqu'un avec qui on a déjà travaillé. Donc en fait, on va dire que c'est des personnes de confiance, ou effectivement, quand on fait des salons du livre, on rencontre des futurs auteurs qui cherchent effectivement à publier, et dans ces cas-là, le temps de discuter et tout, on est vraiment... on crée déjà un petit lien, donc pour l'instant, on n'a pas encore été chercher des auteurs pour travailler avec eux. Très bien. Allez, on revient juste après Grand Corps Malade, chercheur de phase. Traverser tout le pays pour atteindre le Grand Ouest, équipé d'un vieux fut, d'un gros sac et d'une veste. Il se prend pour un aventurier à raison ou à tort, il est parmi tant d'autres un simple chercheur d'or. Il retourne toutes les rivières en secouant son tamis, il traque la moindre lueur, il en rêve même la nuit. Il soulève chaque caillou pour voir ce qu'il y a en dessous, et il lui arrive même de chercher jusqu'à s'en rendre soûl. Il ausculte tous les grains de sable pour dénicher la pépite, il sait prendre son temps, ne jamais aller trop vite. Quand il rentre chez lui, je te jure qu'il cherche encore. Ses yeux sont des radars, c'est un vrai chercheur d'or. Ça lui a pris un beau jour en voyant les autres partir. Il s'est dit pourquoi pas moi, je pourrais peut-être m'enrichir. Et puis parcourir le monde avec son sac à dos, c'est peut-être au bout du compte le plus beau des cadeaux. Quand il trouve un peu d'or, pour lui plus rien n'existe. Il ne voit plus, n'entend plus, il est comme un autiste. Alors il en veut plus, il chercherait jusqu'à sa mort. Il est parmi tant d'autres un simple chercheur d'or. Moi, j'ai traversé toute la pièce pour atteindre mon petit bureau, équipé de ma main droite d'une feuille et d'un stylo. Je me prends pour un poète, peut-être un vrai, peut-être un naze. Je suis parmi tant d'autres un simple chercheur de phase. Je retourne toutes les phrases en secouant mon esprit. Je traque la moindre rime et j'en rêve même la nuit. Je soulève chaque syllabe pour voir ce qu'il y a en dessous. Il m'arrive même de chercher jusqu'à m'en rendre soûl. J'ausculte tous les mots pour dénicher la bonne terminaison. Je sais prendre mon temps, la patience guide ma raison. Même quand je sors de chez moi, je profite de la moindre occasion. Pour pécho de l'inspiration, je suis un chercheur de phase. Ça m'a pris petit à petit en voyant les autres écrire. Je me suis dit poser mes textes, ça pourrait me faire plaisir. Et puis trouver le bon mot et le mettre à la bonne place, c'est peut-être ça le plus kiffant, la bonne rime efficace. Quand je trouve une bonne phase, pour moi plus rien n'existe. Je ne vois plus, n'entends plus, je suis comme un autiste. Alors j'en veux plus, je veux qu'on se souvienne de mon blaze. Je suis parmi tant d'autres un simple chercheur de phase. Grand Ouest c'est mon petit bureau, t'as vu le parallèle frérot. Et si tu pars à Lille, t'es zéro car ça se passe là dans ton bistrot. Moi je fais le pari que tu tapes des barres dans tous les bars de Paris. Et si tu ris pas et que tu te barres dans ta barre, oublie mon pari. Car si je viens juste dire des mots, tu peux pas me maudire. Même si je fais ni du Rimbaud ni du Shakespeare, je sais qu'il y a pire. Je te jure, respire, je pourrais faire du Britney Spears. Te faire kiffer toi-même, tu sais que c'est à ça que j'aspire. Moi je veux écrire des tas de phases et te les sortir avec un mot phrasé. Je veux t'envahir de phrases quitte à ce que tu te sentes déphasé. C'est pas avec des jeux de mots que je vais pouvoir dire que je pèse. Encore moins que je vais pouvoir pécho Jennifer Lopez.
Mais si tu m'écoutes, c'est déjà une victoire. Écoute que coûte, je ferai tout pour faire kiffer mon auditoire. Et même si ce texte, c'est pas encore l'extase, t'auras compris le contexte, je suis un chercheur de phase. Chercheur de phase, R-O-U-D-A, chercheur de phase, Troupier te chat, chercheuse de phase, Né au bled, chercheur de phase, L-Y-O-R, chercheur de phase, Petit Nico, chercheur de phase, l'ami Sancho, chercheur de phase, parmi tant d'autres, chercheur de phase. Et voilà, nous revoilà de retour entre filles. Enfin non, carrément. Nous sommes toujours avec Laure, Isabelle et Laurence et on parle écriture, lecture, voilà, plein de livres. On a déjà un petit peu sur la table. Donc on disait, la plupart des gens viennent vers vous, Laurence et Isabelle, pour faire éditer leurs livres. Oui. Comment vous les sélectionnez, ces livres ? Et donc, on l'a évoqué tout à l'heure avec Isabelle, et parfois il y a des refus. Oui, effectivement, ça peut arriver. Vous allez nous expliquer comment ça se passe en fait. C'est tout simplement le retour du comité de lecture, soit. Alors, notre refus, malgré toute l'affection qu'on porte à l'auteur que l'on a rencontré, est basé sur une faiblesse d'écriture, tout simplement aussi, ou une faiblesse du texte en lui-même. Alors, soit on lui propose éventuellement de retravailler son texte, éventuellement avec l'accompagnement de Laurence, qui donc en tant qu'écrivain public a toutes les qualités pour pouvoir l'aider à aboutir son manuscrit au maximum, soit il reprend ses feuilles et puis il retravaille de lui-même, mais effectivement on ne veut pas non plus publier juste parce que l'auteur vient nous voir. On tient à avoir une qualité de catalogue et d'histoire, de manière à ce qu'ensuite, si on va démarcher un libraire ou un rayon ou de librairie ou de choses comme ça, que la personne puisse savoir que c'est de qualité et pas trop faible, voilà. C'est un petit peu l'auto-édition, en fait, c'est un petit peu la bête noire des libraires, voilà, parce que tout de suite, pour eux, auto-édition, c'est forcément de la qualité moindre qu'un livre normal, alors que c'est pas vrai du tout. On a du mal à se débarrasser de ces a priori où les auteurs auto-édités sont des sous-auteurs. Pardon, mais enfin, dans les grandes maisons d'édition, il y a des navets aussi. Oui, on est d'accord. Mais ils ont le label de la maison d'édition. Oui, c'est vrai. Mais enfin, si on lit... Oui, mais on est d'accord. C'est bien ça notre drame. Parce que franchement, oui. moi j'en ai lu des on se demande d'ailleurs très connues. Oui, voilà, c'est ça. C'est mais c'est un petit peu le point négatif en fait de l'auto-édition, parce que au point de vue commande, enfin pour trouver les livres et tout, c'est le même principe qu'un livre normal. Tous les livres sont référencés au niveau de la SODIS. Donc les gens peuvent commander le livre de n'importe quelle librairie de France, de n'importe quelle, même sur les plateformes internet, choses comme ça. Les livres sont commandables de partout. Voilà. C'est le même principe que et pour les livres libraires qui les commandent, qui veulent bien les mettre en rayon, il y a aussi un droit de retour, parce qu'ils sont très attachés à ça pour le cas où ils ne vendraient pas les livres. D'accord. Donc ce qui en auto-édition peut effectivement leur poser problème. Mais là, en l'occurrence, ils ont un droit de retour avec la plateforme avec laquelle on travaille. Donc ils n'ont aucun risque à prendre avec les livres de notre catalogue, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc, Et vous évoquiez tout à l'heure, du coup, par rapport aux grandes maisons d'édition, vous ne prenez pas de pourcentage sur la vente des livres. Non. Côté financier, notre travail s'arrête à partir du moment où le livre va être mis en vente. Oui. En fait, si vous voulez, notre travail s'arrête là. Après, on garde contact avec l'auteur, le moindre conseil, le moindre renseignement, autre chose, on est toujours là pour lui. On reste en très bons termes. Mais par contre, côté financièrement, voilà, on ne prend aucun pourcentage sur la vente des livres. Et hors
hormis le fait de demander à l'auteur éventuellement de nous céder 3 ou 4 livres gratuitement à nous, que nous, les créations Libre Livre, pourrons vendre sur des salons, voilà, puisqu'après, financièrement, on n'a aucun autre ressource, entre guillemets, mais sinon, on ne prend rien du tout en pourcentage sur la vente pour l'auteur. On laisse tout à l'auteur intégralement. D'accord. C'était un petit peu notre ligne de mire quand on a décidé de se lancer là-dedans. On a dit voilà, on veut pas faire comme toutes les grandes maisons d'édition et puis laisser un tout petit pourcentage à l'auteur. En fait, c'est son travail qui est rémunéré, donc quelque part, voilà, c'est normal que ça soit lui qui touche la plus grosse part. La plus grosse part. C'est donc ce qui nous a semblé. Alors, même si on va à contrario de tout ce qui se passe sur le marché du livre, c'est vrai que nous, ça nous semblait une évidence de redonner sa part de sang et de sueur à l'auteur, quoi. Plutôt que, voilà, nous, on fait notre travail, on est rémunéré pour notre travail, et lui, il va l'être pour le sien. C'est votre côté auteur, justement, qui Oui, parce que finalement, dans une maison d'édition, on sait très bien que l'auteur, il est payé entre 5 à 10%. 10%, c'est vraiment quand on commence à être bien connu. Mais sinon, c'est, allez, on va dire entre 6%. Donc ça, en fait, ça ne représente rien. Parce que si on prend dans une grande maison d'édition un livre broché, on va arrondir, c'est 22 €. Donc l'auteur, il va toucher, mais rien, quoi. Voilà, voilà. Oui. Mais ceux qui engrangent le plus, c'est pas forcément en plus la maison d'édition, c'est beaucoup les libraires. Les libraires prennent déjà entre 30 et 35%. Ah oui. Et puis après, vous avez d'autres, vous avez la part, l'impression aussi, qui va coûter un certain prix. Vous avez la maison d'édition, vous avez aussi les réseaux de diffusion et distribution. Enfin voilà, il y a toute une chaîne qui pioche sur le dos de l'auteur, en fait. Il y a vraiment un truc qui m'échappe, parce que de base, sans le livre, toutes ces personnes-là ne vivent pas. On est d'accord. Bien sûr. Et c'est eux qui ramassent, quoi. Mais c'est bien connu que l'artiste vit d'amour et d'eau fraîche. Oui, c'est ça. Parce qu'on parle de l'auteur, mais en fait, c'est valable dans toutes les catégories artistiques. Oui, c'est vrai. Oui. Que serait notre société sans la culture de nos artistes ? Oui. Donc, il me semble que les rémunérer à hauteur de leur talent et de ce qui nous retourne, c'est la moindre des choses. Et c'est un métier à part entière, contrairement à ce que l'on pense. Oui, ça occupe. Malheureusement, il n'est pas considéré comme métier, parce que imaginez que votre enfant vous dise moi plus tard, je veux être peintre. Vous commencez à blémir. Futur Picasso. Et beaucoup vont lui répondre, mais c'est pas un métier. C'est ça. Alors que en fait, c'est plus qu'un métier, quoi. Ouais. Après, c'est moi qui parle. Même nous, on est très fiers de ce qu'on fait, parce que voilà, nous, on considère ça comme notre métier. Mais c'est vrai que lorsque des fois on en parle autour de nous, on considère ça plus comme un loisir que comme un métier. Et pourtant, ça représente un petit peu d'argent. Voilà. Et pourtant, ça représente beaucoup de travail. C'est quelque chose, que ce soit les couvertures, les illustrations, le texte intérieur. Il y a énormément de travail, mais qui n'est pas forcément reconnu à sa juste valeur. Bon, c'est peut-être un grand mot, mais voilà, c'est... Et justement, on essaye de casser un petit peu ces a priori pour réussir à faire comprendre aux gens, mais on a besoin de nous, on fait notre part et on a le droit d'exister, quoi. Oui. Donc vous, Isabelle, vous êtes artiste multitalent, du coup, vous écrivez et vous peignez, vous... Oui, c'est ça, c'est ça. Oui. Donc c'est pour ça que je suis bien placée pour vous dire que malheureusement on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé le plus tôt dans votre vie C'est la peinture. La peinture. Oui. Enfin, en même temps, vous savez, quand on peint, on écrit beaucoup, on remplit des carnets de sensations, de couleurs, de tout ce qui nous passe par la tête. Donc c'est vrai que l'écriture, elle est toujours et elle a toujours été latente. Sauf que je ne l'avais jamais mis en forme. Vous racontiez les histoires à travers vos tableaux. Voilà, c'est ça. Et après, le premier roman que j'ai fait publier dans une maison d'édition, c'est une fiction qui m'est arrivée, je ne saurais pas vous dire comment. Et voilà, et ça a été le point de départ d'une succession d'histoires après que j'ai menées à terme via les créations Libre Livre et suite à la rencontre avec Laurence, quoi. Et vous écrivez quel type de roman ? Ou quel type de livre, même carrément, c'est pas forcément des romans. Il y a plusieurs choses. C'est beaucoup de la fiction, du roman d'aventure, des choses comme ça. C'est un peu beaucoup tourné vers l'initiatique, beaucoup. Mais pas seulement. Le polar aussi.
Et puis sinon, en dehors de ça, j'ai 2 livres un petit peu atypiques, puisque j'ai écrit un livre sur la réflexologie, puisque je suis également réflexologue. D'accord. Et puis j'ai fait aussi un livre sur mon chemin artistique, en fait. Et j'ai eu la chance qu'il soit préfacé par Sophie Chauveau, qui est une grande biographe, notamment des peintres de la Renaissance. Et elle avait été emballée par mon travail et elle a eu la gentillesse de m'écrire la préface. Laurence, est-ce que vous avez un coup de cœur parmi les livres d'Isabelle ? Alors, le dernier, le vol du héron. J'ai d'ailleurs prévenu mon mari, si un jour je disparaissais, surtout la première personne à chercher, c'était Isabelle. Parce que quand vous commencez le livre, vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout, parce que vous voulez savoir ce qui arrive. Mais très sincèrement, l'imagination est assez débordante et flippante. Surtout flippante. Parce qu'on se dit, mais... c'est des choses qui peuvent arriver, et sincèrement, alors le pire, c'est que c'est très bien. Le pire, c'est que ce sont des choses qui sont vraies. C'est-à-dire que mes polars, notamment, se basent sur des faits réels. Et alors, on a peut-être du mal. Je l'enveloppe, certes, bien volontiers, mais si après, à la fin du livre, on lit les annexes, c'est-à-dire toutes les références qui m'ont servi à écrire le livre, je pense que sur le dernier, vous tombez de votre chaise. Parce qu'on est loin d'imaginer, parce que c'est un univers scientifique, médical et scientifique. Oui. Et en fait, on est loin d'imaginer des expériences qui se sont produites il y a déjà pas mal de temps. Et donc, on peut imaginer ce qui se passe aujourd'hui avec les moyens techniques du monde actuel. Et c'est vrai que j'aime bien, c'est pareil, le polar juste précédent, qui s'appelle Le Miroir des Anges. Je me suis basée sur un très très vieux manuscrit qui existe, qui est conservé dans le coffre-fort de l'université de Yale aux États-Unis. Et en fait, c'est le tout dernier manuscrit qui n'a jamais été décodé. Tous les scientifiques du monde se sont penchés dessus, personne n'a encore compris de quoi il s'agissait, de quoi était fait ce livre, puisque l'écriture est inconnue et les illustrations, les plantes, les choses comme ça ne sont pas connues. Donc, est-ce que c'est un livre imaginé, un canular imaginé au XVe siècle, quand même, ou est-ce vraiment, c'est vraiment la dernière grosse énigme des manuscrits trouvés au détour d'une brocante. Il est passé de main en main. Et le vol du héron, c'est la même chose, le dernier polar dont parle Laurence. Les expériences scientifiques qui ont eu lieu ont existé, sont réelles. J'ai absolument rien inventé à ce niveau-là. Alors moi, ça me fait penser à X-Files. Ce qui est d'autant plus flippant, parce que c'est vrai que quand à la fin du livre, on se dit, mais ça a existé, c'est vrai que là... Oui, au début, on se dit, l'auteur, il y a un truc qui va pas bien, et puis à Elle la est- fin, on se dit, elle est perchée. il n'y a pas Ah qu'elle, non. en fait. Oui, c'est un peu ça. Mais c'est vrai que quand on commence à lire l'histoire, enfin voilà, il faut absolument qu'on sache la fin, parce que, voilà, moi j'ai peiné à le lâcher, je l'ai lu, je crois, en 2 jours, mais bon. Mais voilà, mais c'est vrai que il y a tous les genres, il y a tout... Oui. Alors, vous éditez des livres qui vont être vendus en librairie, etc. Mais vous éditez des livres aussi en version privée. Voilà, tout à fait. Et donc, vous nous expliquez dans le petit livre ici que il ne comporte pas d'ISBN. Voilà. Qu'est-ce En que fait, ça vaut le numéro ISBN sur un livre, c'est ce qui, en fait... C'est l'identité du livre. Voilà, c'est ça. C'est le petit code barre qui sera en renseigne vente. le nom de l'auteur, qui renseigne le nombre de pages, qui renseigne... qui jusqu'au concerne nombre de pages. jusqu'au prix, jusqu'à tout. Donc en fait, il y a tous les renseignements du livre dans ce petit code barre. Et un livre qui va être publié en titre privé, lui, n'a pas tous ces renseignements-là. D'accord. Et il ne Puisqu'il peut n'est pas pas être vendu. destiné à la vente. Voilà, tout à fait. Il n'est pas destiné à la vente. Et en fait, ce côté privé, jusque-là, on a été contacté par des petits-enfants qui voulaient que leur grand-mère raconte sa vie, parce que voilà, elle avait voyagé toute sa vie et eux n'en connaissaient pas la moitié. Donc dans ces cas-là, je me suis trouvée à aller voir cette petite dame une fois par semaine. On discutait toutes les deux, j'avais mon petit dictaphone, et puis le soir, en rentrant, je retranscrivais tout ce qu'elle m'avait dit. Et en fait, moi, j'ai voyagé en même temps qu'elle. Au fur et à mesure qu'elle me racontait ses voyages, j'étais... Mais c'est ce côté aussi qui est intéressant, parce qu'en fait, on s'attache aux gens.
Et on refait leur parcours avec eux, et c'est vrai que eux, de se replonger dans leur vie, c'est cette petite dame. Il y a des fois, je lui disais, bon bah écoutez, on fait une petite pause, parce qu'on voyait toutes les émotions remonter, tous les souvenirs, et elle me disait, bah non, si on peut arrêter là, parce que voilà, c'est trop pour moi. Donc on passait à autre chose, on discutait de tout et de rien. Mais voilà, c'est des choses comme ça. Là, dernièrement, on a une dame, son papa est décédé, en rangeant le secrétaire, elle a trouvé un carnet avec toute sa vie décrite aussi. Il avait écrit des poèmes, des choses comme ça, et elle s'est dit, mais elle l'a retranscrit sur l'ordinateur, puis elle s'est dit, mais on peut pas le laisser sur l'ordinateur. Faut que je le fasse partager à mes frères et sœurs, mes neveux, mes nièces, tout ça. Donc elle est venue nous voir, on lui en a fait également un livre, avec la couverture, avec la photo de son papa et tout. Et c'est des choses comme ça, en fait, c'est des souvenirs que vous pouvez avoir entre les mains, qui présentent bien, qui... Un degré d'émotion supplémentaire. C'est ça, c'est ce qui fait que... Et le livre est exactement de même qualité que s'il avait été mis en vente, en fait. Il n'y a pas de distinguo au niveau qualité. Et est-ce que dans les auteurs qui viennent vous voir, certains ont déjà la couverture ou déjà l'idée de la couverture? Oui, ça peut arriver. Oui. Donc après, il y a des options. Donc ils cochent pas l'option couverture. Mais ça arrive rarement quand même. C'est arrivé une ou deux fois. Une fois. La plupart du temps, ils nous font confiance parce que en même temps, quand ils vont dans le bureau de Laurence, ils voient les autres livres puisqu'ils sont en exposition et ça les allège quoi, parce qu'ils voient que c'est plutôt sympa ce qu'on a fait jusque là. Donc volontiers, ils nous laisse imaginer la couverture. Puis jusque-là, ma foi, tout le monde a été bien satisfait. À chaque fois, on leur fait 2, voire éventuellement 3 propositions et ils choisissent. C'est un travail que vous faites toutes les deux, ça, la couverture, ou c'est qu'Isabelle? Alors, c'est plutôt Isabelle. moi. Voilà. Après, je fais en général... 4, 5, 6, 7 maquettes. Ah, vous êtes inspirée. Beaucoup trop. Quand je suis partie. Et puis après, c'est Laurence qui m'aide à sélectionner celle qu'on présentera définitivement à l'auteur. D'accord. Parce que de toute façon, on demande toujours à l'auteur. Alors, effectivement, vous n'avez pas d'idée de couverture, mais par contre, qu'est-ce que vous aimeriez bien? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier où vous voulez voir sur cette couverture? Le dernier auteur avec qui on va travailler, il dit voilà, il y a un certain paysage, éventuellement une petite silhouette pour me faire penser au personnage du livre et tout. Donc après, avec tous ces éléments-là, effectivement, Isabelle fait plusieurs propositions. Trop, parce qu'après on peine à choisir parce qu'elles sont toutes bien. Mais à choisir. Oui, il faut effectivement en sélectionner grand maximum 3 parce que voilà, après, faut pas non plus, faut pas perdre l'auteur non plus dans toutes les propositions. C'est pas forcément des peintures, c'est. Ah non, c'est une maquette. Ce sont des maquettes. Vous voyez dans le petit catalogue, c'est. Ok, donc oui, j'ai vu. Il y a des photos, il y a. Tout, voilà. Il y a un petit peu de tout. En fait, c'est en fonction de déjà la thématique du livre. Voilà. Vraiment le contenu, le message qu'ils veulent faire passer. Voilà, on essaye de faire un visuel résumant un petit peu l'histoire du livre. Pour le nombre de pages d'un livre, est-ce qu'il y a un nombre de pages psychologique aussi? Parce que je sais qu'il y a des gens qui se disent oh là, plus de 300 pages. Non merci. Non, vous regardez pas ça. Non. Après, c'est surtout le nombre de pages minimum qu'il faut quand même qu'on... Oui. Ah oui, alors? Là, par contre... Combien? Après, ça dépend. Si c'est un livre de poésie, vous avez une 50aine de pages, par exemple, ça peut faire un mignon petit recueil. Et puis, en même temps, le nombre de pages, c'est un peu compliqué, parce que si vous avez 200 pages d'un livre soporifique, et que vous en avez 80 d'un livre fabuleux, on prend les 80, quoi. Je veux dire, après, on regarde pas vraiment le nombre de pages, c'est le contenu, quoi. Parce que, je sais pas, il y a un auteur qui s'appelle Frank Pavlov, qui a sorti un livre, depuis très longtemps d'ailleurs, qui s'appelle Maint un brin. Et c'est un tout petit fascicule de quoi? Peut-être 10 pages. Ah oui. Mais tout le monde devrait lire ce livre, surtout avec l'actualité du jour. Ouais. C'est fabuleux. Matin brun. Okay. Plongez-vous dedans. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez ? Et donc, vous publiez aussi un magazine, Libre Mag. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors, en fait, il y a principalement des choses culturelles. On parle livre, évidemment. Voilà, tout à fait. Donc, on a des chroniqueurs professionnels qui nous envoient quelques-unes de leurs chroniques des livres les plus récents qu'ils ont lus.
On a aussi des valeurs sûres de livres comme, je sais pas, Alexandre Jardin, dans celui-ci. On a eu Sophie Chauveau par rapport au livre qu'elle m'a dédicacé. Et du coup, c'est que vous parlez de ces livres-là Oui, on parle de ces livres-là, voir si on a la chance de pouvoir un lien direct avec l'auteur. On peut faire une petite interview de l'auteur lui-même. D'accord. Aussi sur le plan culturel, on parle de certains lieux qui ont une qualité. Dernièrement, on a fait Sainte-Sévère autour de Jacques Tati. Oui. On a fait pas forcément local en plus. C'est un magazine culturel, c'est pas forcément un magazine de votre. Non, du tout. On parle aussi d'édition, je sais jamais comment je dois dire du coup. D'autres éditions, ouais. Mais non, au contraire, on essaye d'ouvrir notre nom Libre Livre. C'est vraiment un titre auquel on est très attaché, c'est le mot liberté. Et on prend la liberté de parler de plein de choses, de toutes les choses qui nous plaisent. Nos livres, bien sûr, mais plein d'autres livres, même certains livres qui ont été édités par la Bouinotte, on en parle aussi, on ne joue pas. Pour nous, tout le monde est complémentaire. Ce qui fait la richesse d'une société, c'est la richesse de sa culture. Donc on parle vraiment de tout ce qui nous accroche, nous ou les gens que l'on connaît. Et toute personne qui lit un livre et qui l'a vraiment bousculé peut nous envoyer une petite chronique en disant voilà, moi j'ai lu tel livre, c'était génial, est-ce que vous pourriez? Et effectivement, si on peut, voilà, oui, on fait participer également les lecteurs. Voilà, c'est. Donc il y a à la fois des chroniqueurs professionnels et des chroniqueurs amateurs qui sont simplement des lecteurs lambda mais passionnés par un titre qu'ils ont récemment lu. D'accord. Puis ça parlait aussi d'événements qui se sont passés. Là, dernièrement, on a soutenu un équipage du 4L Trophy qui partait donc emmener des fournitures scolaires pour les enfants de là-bas et tout. Enfin, c'est quelque chose aussi qui nous intéresse. Voilà, donc il y a ça, il y a plein de petites choses. On trouve des petits jeux de mots des fois sur Internet ou autre chose. Donc on essaie de les répertorier puis de les faire partager parce que c'est vrai que c'est rigolo et c'est tout ce qui concerne les mots, la lecture, l'écriture. Enfin voilà, la langue, c'est plein de choses. C'est une vraie passion pour vous deux. Oui. Hein c'est vrai parce que c'est vrai vous en parlez, vous avez la banane. Mais oui. J'ai l'impression que vous vous amusez en fait. Même si c'est très prenant, vous vous amusez. Absolument, oui. Effectivement, ne serait que pour la maquette du petit mag, on s'amuse beaucoup, mais on peine, mais on s'amuse. Non, c'est vrai que c'est en plus très intéressant, très enrichissant, et puis ça nous permet de rencontrer aussi des gens formidables qu'on n'aurait pas forcément rencontrés. On peut passer à côté dans la rue sans forcément y faire attention, alors que là, on prend le temps de discuter, même dans les salons du livre. Voilà. Moi, c'est ça que j'aimerais, c'est l'échange avec les gens. C'est ça. Et la cerise sur le gâteau, c'est quand tu vends un livre et quand tu dédicaces. Oui, bien sûr. Ouais. D'autant plus, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose. C'est ça que j'aime. C'est l'échange avec les gens. Laure, quelle est votre actualité, pardon? Là, il y a un prochain livre qui est en cours de correction. C'est l'histoire d'un monsieur qui est schizophrène. Ouais. Et j'ai mon cousin de cœur qui veut écrire aussi son histoire, parce que lui aussi, il a vécu des choses pas top dans son enfance. Et bien cet été, vous l'accompagnez dans je vais le mettre le pied à l'étrier parce qu'il a envie d'écrire, mais il veut pas commencer tout seul en fait. Ouais. Il a besoin d'être guidé. Voilà, donc je vais essayer de le guider. Donc vous allez être son coach. Voilà. Ah, super. Laure, on vous retrouve sur Facebook. Oui. Et dimanche à Vermisson, à Noyans-sur-Vermisson, au Salon du Livre. Ok. Alors votre Facebook, c'est Laure Sartori. SARTORI-écrivain. Voilà. Et vous avez un site? Non. Pas de site j'ai internet. juste Facebook pour l'instant. Ok. Laurence, Isabelle, votre actualité? Alors, nous sommes dans la préparation d'un salon du livre qui devrait se dérouler le 28 septembre prochain. Oui. Et en fait, ce sera le premier salon du livre de la ville du Poinçonnet. D'accord. Voilà, donc on prépare toute la journée du samedi 28 avec l'accueil de plusieurs auteurs, des petites conférences, des échanges. On essaye de faire vivre un petit peu le centre-bourg, comme on dit. Donc ça, c'est un projet qui nous tient à cœur. Nous en aurons également peut-être un autre en fin d'année. On va essayer de développer nos participations au salon du livre locaux. Oui. Donc le 30 juin, on est normalement à Valençay. Voilà. D'accord. J'y serai aussi. Voilà. On se reverra. Avec plein d'amis italiens. Et vous n'allez plus vous quitter. Voilà.
Et puis là, on prépare la sortie du prochain petit Libre Mag, donc qui devrait sortir courant juillet. Et je ne vous ai pas demandé, c'est un par mois? C'est un par trimestre, voilà. Et donc les autres numéros sont toujours accessibles, puisqu'on en a encore dans nos cartons. Donc si vos auditeurs sont intéressés, ils peuvent nous contacter pour acheter. Le petit magazine coûte 5 €. Acheter les numéros précédents avec des sujets très très divers. Okay. Et comment on fait pour avoir vos livres à vous? Voilà, oui. Vous allez dans une librairie, vous commandez, mais sinon vous venez au prochain salon où nous serons. À Valenciennes, on se verra alors. Voilà. Et puis sinon, voilà. Vous avez aussi une page Facebook. Oui, on a la page Facebook de Création Libre Livre. Voilà. Et puis une page Instagram également, perso et Création Libre Livre. D'accord. Donc pour perso, donc c'est Isabelle Beaujean. Voilà. Beau comme la beauté. Voilà, et Jean comme le prénom. Et Laurence Dubranle. Oui, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, c'était très enrichissant. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Et je vous souhaite de vendre beaucoup de livres. Merci. J'espère que cette émission vous a plu et que ça vous a donné envie de lire et pourquoi pas d'écrire et de contacter Laurence et Isabelle pour publier votre livre. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à bientôt. C'est pas donné aux animaux, pas non plus aux premiers blaireaux. Mais quand ça vous colle à la peau, putain qu'est-ce que ça vous tient chaud. Écrire et faire vivre les mots sur la feuille et son blanc manteau. Ça vous rend libre comme l'oiseau, ça vous libère de tous les maux, ça vous libère de tous les maux. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses. Poèmes, chansons, brûlots vous ouvrent des mondes plus beaux, des horizons toujours nouveaux qui vous éloignent des troupeaux. Et il suffit de quelques mots pour toucher le cœur des marmots, pour apaiser les longs sanglots quand votre vie part à volo, quand votre vie part à volo. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses. Les poèmes d'un Léoto, ceux d'un Brassens, d'un Nougaro, la plume d'un Victor Hugo éclaire ma vie comme un flambeau. Alors gloire à ces héros qui par la magie d'un stylo et parce qu'ils font vivre les mots, emmène mon esprit vers le haut, emmène mon esprit vers le haut. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses.